Bienvenue à tous pour cette édition de l'interview sur Africa 24. Alors que le Cameroun se prépare pour les élections présidentielles du 12 octobre 2025, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire et candidat du Parti uni pour le renouveau social, fait entendre sa voix. Il a bâti sa carrière politique sur un message de renouveau, de transparence et de gouvernance inclusive. Monsieur Serge Espoir Matomba, bienvenue sur Africa 24. Merci. Je voudrais déjà préciser que c'est Peuple uni pour la rénovation sociale et non Parti uni pour la rénovation sociale. Merci, M. Serge Espoir Matomba. Vous avez adopté une position forte appelant le Cameroun à quitter le franc CFA, à abandonner les langues officielles coloniales et à réécrire la Constitution. Comment comptez-vous mener à ce bien ces réformes tout en garantissant la stabilité économique et l'unité nationale? Écoutez, le mot garantir la stabilité économique, c'est un mot peut-être ou une phrase pour faire peur aux citoyens du lendemain ou du changement, ou encore de la rupture. Nous sommes dans une dynamique de rupture. Nous estimons que le Cameroun, depuis les années dites d'indépendance, n'a jamais acquis l'indépendance. Pour preuve, tous ceux qui se sont battus pour les indépendances ont été tués, ont été massacrés. Aucun d'eux n'a hérité du pouvoir pour pouvoir implémenter le projet qu'ils avaient pour le pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ceux qui ont décrété l'indépendance, c'est-à-dire la France du Cameroun, ont mis des gens pour diriger le pays, qu'ils ont dissimulé dans des semblants d'élections locales, mais c'était des gens en mission pour le bien de la France. Et depuis ce moment, la Constitution même qui a été écrite n'a pas été écrite par les Camerounais. Donc, si vous prenez un exemple dans plusieurs pays francophones, vous vous rendrez compte que la plupart de ces pays ont sensiblement la même constitution, mais curieusement, ce sont des noms différents qui ont signé, n'est-ce pas, l'écriture de cette constitution. Mais comment on fait pour avoir les mêmes constitutions dans plusieurs pays francophones? Ça veut dire que ces constitutions ont été rédigées par certaines personnes et on a demandé à d'autres de signer. Et c'est la loi fondamentale d'un pays qui permet, n'est-ce pas, de structurer le développement du pays. Et lorsque la loi fondamentale est bloquée, il est inévitable que le pays serait aussi bloqué. Alors, il a été, pour la loi fondamentale, la Constitution du Cameroun, elle a été écrite pour que le Cameroun devienne un marché. Un pays dans lequel on peut tout apporter, mais beaucoup plus pour le service des autres. Donc, il est temps pour nous de repenser donc non seulement le fonctionnement structurel de notre pays, le fonctionnement politique de notre pays, le fonctionnement économique de notre pays, mais il faut donc aller à la base, c'est-à-dire réécrire la Constitution du Cameroun qui, elle, donc, permettra la bonne marche du reste. Parce que, voyez-vous, dans votre question, je note une chose, la peur des citoyens d'aller vers un nouveau système, en essayant d'utiliser les mots stabilité économique, stabilité sociale, mais en réalité, les citoyens ne sont pas stables. Il n'y a pas de stabilité économique en ce moment. Donc, on ne peut pas prétendre vouloir amener des citoyens à vivre des meilleures conditions et croire que ces citoyens bénéficient déjà d'une certaine stabilité qui n'existe pas. Donc, nous disons, nous devons passer du système A à un autre système complètement. Le régime, pour nous, c'est un petit enjeu. Le régime, c'est 43 ans de M. Biya, mais le régime va au-delà. C'est tout un système qui a été mis en place depuis le temps des indépendances. C'est pour ça qu'il faut donc aller vers la rupture pour un nouveau Cameroun. Quels projets en ce moment sont déjà implémentés? Quand vous dites en ce moment, vous me parlez des projets dans ce système. Le projet que vous proposez? Écoutez, nous allons commencer par la réécriture de la Constitution. Dans un premier temps. Dans le deuxième temps, nous allons essayer au maximum de garantir, n'est-ce pas, la vie continue des Camerounais. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons déjà décidé d'investir, n'est-ce pas, des milliers de milliards dans le secteur de l'agriculture pour permettre aux Camerounais, parce qu'il faut noter quelque chose, madame, et que ça, c'est très intéressant. Au Cameroun, presque tout ce qui est consommé au Cameroun pourrait être produit au Cameroun. Mais curieusement, le Cameroun importe beaucoup plus qu'il ne produit dans ce que les Camerounais consomment, c'est-à-dire si on parle des produits même de première nécessité. Donc, il est important pour nous de dire, nous allons solidifier le grenier camerounais pour que les Camerounais ne manquent de rien, pendant que nous menons donc des réformes profondes
des refondations nécessaires pour le bien du Cameroun. Dans un deuxième temps, ce que nous avons dit, c'est que nous mettrons de l'argent, nous allons construire 2 raffineries, ou alors une qui existe déjà, la Sonara, qui est là. Nous allons contribuer à l'extension de celle-ci et construire une deuxième raffinerie dans l'extrême nord. Pourquoi ces raffineries? Ce n'est pas seulement pour réduire le coût de vie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le marché camerounais, bien quand des produits viennent de nos plantations, ces produits sont énormément chers. Lorsque vous voulez acheter une prune, ça fout, pour d'autres personnes qui l'appellent ainsi, on vous dit 200 francs. Parfois 100 francs, vous vous demandez, mais est-ce qu'on a fabriqué ça avec du carburant? Mais vous vous rendez compte que c'est cher parce qu'en réalité, sur la ligne de la production au dernier consommateur, nous avons au moins 9 intermédiaires, parmi lesquels le carburant joue un très grand rôle, les routes jouent un très grand rôle. Donc, quand nous lançons donc ces 2 vastes projets de raffinerie, c'est pourquoi, madame? C'est parce que nous voulons non seulement réduire la dépense énergétique en matière de carburant sur le territoire national, mais aussi parce que nous voulons construire les routes rapidement. Aujourd'hui, le Cameroun, le kilomètre de route coûte pratiquement plus d'1 milliard de francs. Comment on explique ça pour un pays qui est producteur de pétrole? Comment on explique que le bitume est tout simplement importé pour les travaux de route? Et on peut donc comprendre pourquoi est-ce qu'il est difficile, n'est-ce pas, d'avoir des voies de communication de meilleure qualité, durables, parce qu'en réalité, quand on importe le bitume, on paye cher. À partir de nos raffineries, les déchets du carburant, c'est du bitume. Monsieur Matomba, vous avez récemment signé un partenariat avec le COREC afin de déployer des enseignements en tant qu'observateur, bien sûr, lors du scrutin présidentiel. En quoi cela contribuera-t-il à garantir l'intégrité des élections au Cameroun? Et quel autre mécanisme proposez-vous pour garantir la transparence? Avant de répondre à votre question, laissez-moi chuter. Je disais, avec ce bitume, donc, nous allons permettre aux routes d'être construites normalement, aisément et très moins cher. Parce qu'un des problèmes du Cameroun tout entier, ce sont les routes. Moi, je reviens de l'extrême nord, j'étais à Kousséri. Savez-vous que pour 216 km entre Maroua et Kousséri, il faut passer par le Tchad présentement parce qu'il n'y a pas de voie de communication? Les routes sont complètement détruites. J'ai dû faire le tour par Bongor, par le Tchad, pour entrer à Kousséri. Ça, c'est trop grave. Quand on peut imaginer que des populations camerounaises vivent dans des contrées reculées et n'ont pas accès, n'est-ce pas, à d'autres villes. Maintenant, pour répondre à votre question. Les populations qui sont effectivement appelées aux urnes, et comment est-ce que vous pouvez les assurer que pendant qu'ils seront en train de voter, le processus sera transparent? Alors, madame, le premier élément de la fraude au Cameroun, c'est l'absence des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Bon, généralement, dans un langage courant, on les appelle les scrutateurs, même si ce n'est pas le mot indiqué. Donc, mais ce que nous avons fait depuis 3 mois, c'est que nous avons lancé le recrutement de 90 000 scrutateurs à travers le triangle national et international. L'objectif pour nous étant de sécuriser les voix, non pas seulement de nous, de notre parti politique, du candidat que je suis, mais des autres aussi. Parce que si nous avons donc ces représentants dans les différents bureaux de vote, c'est une première victoire. Il n'y aura pas de fraude, il n'y aura pas de tricherie dans les bureaux de vote. Et au niveau supérieur, nous avons déjà aussi mis des éléments de ce côté-là. Maintenant, sur la signature avec le COREC, vous savez, les enseignants sont disponibles, les enseignants sont, si vous voulez, des fonctionnaires qu'on retrouve dans tout l'étendue du territoire. Parce qu'ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, en train de dispenser les cours, enseigner et autres. Donc, nous avons signé un partenariat, bien évidemment, en vue de renforcer le travail que nous avons déjà préalablement commencé pour les représentants des bureaux de vote, afin que certains enseignants puissent intégrer cette dynamique de surveillance des voix. Parce qu'il est important de le dire, seule la surveillance des voix garantira un vote, autant pour moi, libre, juste et transparent. Vous avez déclaré en 2025 année de la jeunesse. Quels projets concrets proposez-vous dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'engagement civique, afin que les jeunes Camerounais puissent véritablement sentir qu'ils façonnent l'avenir du pays? Alors, c'est très simple. Il faut savoir qu'on va changer de paradigme parce que rester sur le système actuel ne nous amènera pas véritablement vers la création des emplois. En changeant de paradigme déjà économique, qui voudrait que nous puissions désormais véritablement produire localement, transformer localement,
avant de lancer dans le marché de la distribution nationale puis internationale, dans tous les domaines. Des emplois sont créés. Parce que, voyez-vous, je prendrai un exemple. Le textile. Le Cameroun produit du textile, du coton, mais exporte beaucoup plus le coton qu'il produit que ne le transforme. C'est-à-dire la petite quantité qui est transformée est vraiment insignifiante. Donc, et nous avons déjà identifié plus de 200 métiers dans les domaines du textile. À partir du moment où nous décidons que le coton camerounais sera transformé au Cameroun, et on créera, bien évidemment, nous avons pensé à la région de l'extrême nord, une industrie du textile au Cameroun. Vous savez, quand on parle de textile, plusieurs pensent qu'il s'agit tout simplement de la confection des vêtements. Mais il y a les aiguilles, il y a des machines, il y a autant de choses qui rentrent dans le textile. Donc, seulement dans le textile, tenez-vous tranquille, madame, c'est un exemple. Nous avons plus de 200 métiers qui peuvent être créés. Et n'oubliez pas une chose, je suis un créateur de richesse, je suis un entrepreneur, un créateur d'emplois. Actuellement, j'emploie des centaines de Camerounais. Au Cameroun, pour rester dans le cas du Cameroun. Donc, c'est pour dire que les techniques de création d'emplois, vous parlez à, je ne dirais pas un professionnel, quelqu'un qui est du domaine. Maintenant, dans les métiers de l'éducation, là encore, qui est une véritable niche d'emploi. Donc, vous comprenez que dans le nouveau paradigme qui sera implémenté par nous, les emplois seront créés dans tous les secteurs. Surtout que nous avons un objectif, madame. C'est réussir à créer 1 million d'entreprises pour 5 millions d'emplois en 5 ans. C'est simple. Nous allons encourager les PMI, les PME, qui, n'est-ce pas, les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans ces domaines, en essayant d'établir, de mettre sur pied ce que nous avons appelé une garantie souveraine. C'est-à-dire que nous allons travailler avec des banques de telle sorte que nous mettrons sur pied une garantie étatique qui, pour les entreprises, qui devrait accompagner les entreprises. Parce que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, le plus difficile n'est pas de créer l'entreprise, mais c'est de résister avec l'entreprise. C'est pour cette raison que c'est un chef d'entreprise qui vous parle. Et il vous parle par expérience. Lorsque ces jeunes seront donc accompagnés, pourront bénéficier des financements, parce que l'État derrière garantit ces financements, vous verrez de l'emploi. Maintenant, une des conditions qui pourra faire en sorte que des entreprises puissent bénéficier de certaines exonérations, ce serait la création minimale de 5 emplois par entreprise. Une entreprise qui naîtra et qui aura un minimum de 5 employés, si vous voulez, pourra bénéficier de certaines exonérations en dehors de l'accompagnement financier, la facilité financière des banques. Bon, vous comprenez que si vous prenez seulement une moyenne d'1 million, on est sensiblement à 5 millions d'emplois créés. Mais là encore, c'est tout autre chose. Parce que là, on est dans le domaine privé. Et même dans le domaine public, comme je l'ai dit, nous allons augmenter, n'est-ce pas, les emplois parce que nous croyons à une chose. Vous savez, plus vous avez de la densité, mieux vous avez de la richesse. C'est-à-dire, plus vous avez de la population, mieux vous avez de la richesse. Et cette population doit véritablement être encadrée par le régulateur. Qui est le régulateur? C'est l'État. Et pour un meilleur encadrement, il faut un personnel qualifié, et ceci dans tous les domaines. Donc, vous comprenez que pour nous, non seulement dans le cursus scolaire qui sera nouvellement réorienté vers les besoins du pays, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des enfants qui vont à l'école, mais qui sont destinés au chômage. Parce qu'en réalité, ce qui a été pensé et préparé pour eux ne les amène pas directement vers l'emploi. Mais dans la refondation du système éducatif que nous allons mener, lorsque vous sortirez de l'école, vous saurez exactement ce que vous avez à faire. Comment exactement refaire ce système éducatif, surtout de l'enseignement général, qui aujourd'hui a vraiment monté ses limites sur le marché de l'emploi? Je vous ai parlé du changement du paradigme, madame. Il est simple. Vers où voulons-nous amener le Cameroun? C'est cette vision. On veut avoir un Cameroun qui se remet en question, un Cameroun qui veut défier les autres pays du monde, un Cameroun qui se dit « je suis désormais souverain, donc je peux servir les Camerounais et le reste des Africains et le monde à partir du Cameroun ». Alors, quand on a ce Cameroun en vision, qu'est-ce qu'on fait, madame? La loi d'orientation du système éducatif est définie en fonction du Cameroun qu'on voudrait avoir. Et quand on a défini la loi d'orientation, alors les citoyens vont suivre dans leur cursus
seront formés en fonction de la loi d'orientation. Et là, vous aurez des Camerounais dans tous les domaines prêts, conformément à l'environnement du Cameroun. Donc voilà, madame, c'est comment ça se fera. Et ce n'est pas de la magie. Aujourd'hui, notre environnement, les citoyens camerounais ne répondent pas aux défis de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils utilisent un système scolaire qui n'est pas adapté au Cameroun, qui n'a pas été pensé par les Camerounais, pour les Camerounais et pour le bien, n'est-ce pas, des citoyens camerounais. Il faut juste réadapter, refonder, autant pour moi, pas réadapter, refonder ce système et donc l'adapter à l'environnement, et les réponses sont là. Votre programme, M. Matomba, comprend des mesures très immédiates telles que la distribution gratuite des actes de naissance et de cartes d'identité et la baisse du prix du sac de ciment. Quel est l'objectif de ces mesures urgentes et comment comptez-vous les financer au cours des premiers mois si vous êtes élu président? Alors d'abord, le Cameroun a un budget. Parce que c'est trop facile de nous poser des questions comme si l'argent n'existait pas. Il existe de l'argent. Si vous prenez uniquement, même dans les réserves du Cameroun, on peut prendre à la SNH ou à la CNPS, c'est des milliers de milliards que nous avons, en dehors du budget annuel qui est voté. Maintenant, nous disons que les 3 premiers mois, nous allons nous consacrer à donner des actes de naissance, et ceci à tous les Camerounais qui n'en ont pas, et des cartes nationales d'identité. Pourquoi? C'est d'abord une question de sécurité d'État, madame. Nous devons avoir la maîtrise du fichier national. C'est-à-dire que nous devons savoir qui est Camerounais, où vit le Camerounais, et à partir de là, nous avons un recensement clair. Voilà le nombre de Camerounais que nous avons. Je vous parlais de la densité tout à l'heure. Lorsque vous connaissez la population, votre densité, madame, c'est une richesse. Si nous savons aujourd'hui que nous avons 40 millions de Camerounais parce qu'ils sont identifiables, et on sait, et ils sont géolocalisables, c'est de la richesse, madame. Donc il faut, dans un premier temps, permettre, pour même une question de sécurité, avant une question économique, une question de sécurité nationale, identifier tous les Camerounais. Et ceci, les 3 premiers mois, ce sera un challenge, un défi pour nous. Maintenant, vous avez poursuivi dans votre question, rafraîchissez-moi la mémoire. Comment est-ce que cela pourrait être amélioré, c'est-à-dire dans votre programme, comment comptez-vous implémenter cette réforme-là? Elle est simple, je viens de vous dire comment nous la ferons. Ce n'est pas aussi compliqué que ça, parce que le plus important aussi pour nous, dans cette identification des Camerounais, c'est la localisation des Camerounais, c'est-à-dire que l'adressage qui sera mené. On veut être dans un pays, madame, où tout le monde est en sécurité. Et pour que les gens soient en sécurité, il faudrait qu'on puisse connaître chacun. Où chacun se trouve, où est-ce qu'on peut retrouver chacun. Mais alors, il y a un avantage derrière tout ça. C'est que ces Camerounais que vous voyez sont des contributeurs. Plusieurs sont dans l'informel parce que la régulation a échoué. Le régulateur a échoué. Mais même dans l'informel, rien n'empêche un Camerounais de valablement contribuer à la construction du pays. Mais encore que faudrait-il qu'il soit identifié et identifiable. Restons sur le financement, parce que l'État aujourd'hui utilise les cartes d'identité et les actes de naissance pour mieux financer l'État. Si aujourd'hui, si vous êtes élu président de la République, si vous retirez cet aspect de l'État et vous décidez de distribuer gratuitement les actes de naissance et les cartes d'identité, quel autre moyen utiliserez-vous pour pouvoir remplir les caisses de l'État? Madame, j'ai été simple et clair. Je vous ai dit, il y a de la finance pour ça. Et ce sera les 3 premiers mois. Ce n'est pas éternellement que nous allons le faire. Je vous ai dit, si on rentre uniquement... Des financements déjà détenus par l'État? Bien sûr. À quoi servent ces financements-là? Je vous ai dit tout de suite, le Cameroun a un budget. On va allouer une certaine somme à cette démarche. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait prendre dans les réserves que le Cameroun détient. Le Cameroun a des réserves financières. On peut prendre à la SNH, on peut prendre à la CNPS, comme je l'ai dit, pour financer ce processus qui n'est pas compliqué, qui est simple et qui sera plutôt rentable pour le Cameroun. La deuxième chose, madame, c'est que le Cameroun a des ressources. Il ne faut pas croire que le Cameroun, c'est un pays pauvre. Ce n'est pas parce que des gens se sont assis et ils ont échoué dans toute leur gouvernance et ils font croire au Cameroun que le Cameroun est un pays pauvre. Le Cameroun qui commencera non seulement à exploiter, ou alors qui va continuer à exploiter ses richesses pour le bien des Camerounais, les transformer pour le Cameroun, madame, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses du Cameroun. Et cet argent doit pouvoir être au service des Camerounais. Savez-vous qu'on peut réussir
à vivre au Cameroun sans toutefois être obligé de payer énormément de taxes, si on peut, à partir du moment où l'État sait comment utiliser les ressources qui sont nôtres. Maintenant, vous avez posé une question. Je ne saurais terminer cette émission sans revenir dessus. Nous avons dit, nous mettrons sur pied une raffinerie d'or, parce que le Cameroun est producteur d'or, entre autres. Vous savez, nous devons sortir du CFA. Le CFA, c'est une monnaie qui n'aide pas le Cameroun. Et pas seulement le Cameroun, plusieurs pays africains aussi. Le Cameroun doit pouvoir se doter de sa propre monnaie. Et ce n'est pas trop compliqué. Dans notre projet, nous avons clairement défini le processus. Comment sortir de cette monnaie de servitude pour entrer dans une nouvelle monnaie. Mais madame, je vais peut-être faire un petit rappel. Il faut dire que le Cameroun a déjà eu une monnaie auparavant. Parce que certains ne le savent même pas. Ils croient que c'est la toute première monnaie camerounaise, c'est le CFA. Non, le Cameroun a eu le clou, qu'on a connu dans le temps, avant que la Deuxième Guerre et tout n'arrive et que voilà, nous nous retrouvons entre parenthèses sous tutelle qui veut en même temps dire colonisation bizarre là, et que nous puissions entrer dans une monnaie de servitude qui sert beaucoup plus des intérêts d'un pays que notre pays. Donc le Cameroun doit pouvoir se développer sur le plan économique en adoptant aussi sa propre monnaie. Donc c'est pour dire que nous avons dans notre projet de société tous les leviers et nous avons défini tous les mécanismes en passant de financement de la nouvelle économie. Je précise, de la nouvelle économie. Parce qu'en réalité, ce ne sera plus l'économie que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Matomba, avant de clore à cette interview, le Cameroun est toujours confronté à des crises majeures, notamment le conflit armé dans le nord-ouest et le sud-est, ainsi que l'insécurité persistante dans l'extrême nord liée à Boko Haram et au terrorisme transfrontalière. Si vous êtes élu président de la République, quelles mesures concrètes prendrez-vous pour ramener la paix, rétablir la sécurité et reconstruire la confiance parmi les communautés touchées? D'abord, la première des choses, c'est que je dois mettre en confiance tous les Camerounais, où qu'ils soient. Parce qu'en réalité, certains Camerounais, malheureusement, se retrouvent dans des déviances qui portent atteinte à la sécurité du Cameroun, des biens et des personnes, et même de l'État. Donc il est important que les Camerounais retrouvent d'abord la confiance, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous donnerons à notre armée la possibilité et le pouvoir d'agir lorsque la sécurité de l'État est attaquée ou la sécurité des biens et des personnes est attaquée. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'industrie de la guerre. Donc certaines personnes et certains pontes du régime entretiennent l'industrie de la guerre pour leur survie, pour leur vie, si vous voulez. Cette guerre, ces insécurités pouvaient être maîtrisées. Mais pourquoi on ne les maîtrise pas? Est-ce que ceux qui font des incursions au Cameroun, ces Camerounais qui sont utilisés dans certains cas, peuvent dépasser les Camerounais ou l'armée camerounaise ou même les citoyens camerounais qui doivent être, chacun pour l'autre, une sécurité? Je pense que non. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que désormais, en dehors de mettre les Camerounais en sécurité, il faut dialoguer avec les Camerounais. Il faut, dans un deuxième temps, donner à notre armée des pouvoirs logistiques, les pouvoirs de renseignement, attention, pour pouvoir venir à bout, n'est-ce pas, de ces fléaux d'insécurité qui nous occupent beaucoup plus au lieu de nous mettre dans une dynamique de construction du pays. Parce que si vous êtes en train de gérer des conflits du nord au sud, de l'est à l'ouest, madame, tenez-vous tranquille, à quel moment vous allez réfléchir pour la construction de votre pays? Puisqu'il faut gérer des cas d'insécurité. Donc, nous disons, c'est un de nos challenges, pacifier le pays tout entier, mettre les Camerounais en sécurité pour pouvoir le construire librement, et ceci avec tous les Camerounais. Jusqu'à aujourd'hui, l'État a mis en place des solutions telles que le dialogue national et aussi le statut spécial de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pensez-vous que cette solution reste implémentée? Pensez-vous que cette solution reste fondamentale et légitime pour ces régions? Écoutez, le dialogue reste fondamental. Il faut maintenir le dialogue de façon permanente. Parce que, voyez-vous, tout conflit, aussi longtemps qu'il dure, se termine autour d'une table. Alors,
pourquoi prioriser le conflit, la guerre, au lieu de mettre en évidence le dialogue? Donc, il est important de dire, nous allons continuer à dialoguer. Nous apporterons des solutions précises, mais nous le disons encore. Le Cameroun tout entier souffre d'un problème identitaire, d'identité. C'est d'ailleurs pour cette raison que, madame, nous avons dit, lorsque nous arriverons au pouvoir, vous n'entendrez plus les expressions « je suis Camerounais anglophone » ou « je suis Camerounais francophone ». Nous mettrons ces expressions derrière. Parce que l'anglais, c'est la langue du colon. Le français, c'est la langue du colon. Ce n'est pas des langues camerounaises. Alors, nous allons adopter une langue nationale qui sera parlée au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord. Adopter une langue nationale parmi quoi, 324 langues au Cameroun? C'est le raccourci, madame. Lorsque vous évoquez le fait que 350 langues, comment adopter, c'est des raccourcis. La France, pour prendre le cas de la France, avait plus de 500 langues, mais a adopté le français. François Ier en a décidé. Ce sera le français, et ça a été le français, et c'est un identifiant pour la France. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de nous, vous nous parlez de 350 langues? Nous avons deux façons de le faire, madame. Nous pouvons choisir une langue qui existe, et je vais peut-être vous rappeler qu'en 1954, les pères de la lutte de l'indépendance du Cameroun, des Robert Oumniobé à leur époque, avaient choisi le Foufoudé pour en faire une langue nationale. Il y a donc deux façons de faire. Soit vous choisissez une langue qui existe, vous l'adoptez comme langue nationale, soit vous mettez les linguistes, les anthropologues, tout ce que vous voulez, qui vont travailler autour de la création d'une langue, et cette langue sera adoptée. C'est les deux manières. Mais toujours est-il que, madame, pour une nation, vous devez avoir, c'est une obligation, une identité. Et l'identité passe aussi par la langue. Voilà des conflits qui ne nous concernent pas, dans lesquels nous sommes mêlés à cause du colon. Des gens vous disent que nous avons une culture anglophone. Ça veut dire quoi, culture anglophone? Des gens vous disent que nous avons une culture francophone. Ça veut dire quoi, culture francophone? Vous croyez que vous qui avez une culture francophone, si vous allez en France, avec votre passeport camerounais, on vous laissera entrer sans visa? Non, madame, vous n'êtes pas française. Celui qui a une culture anglophone, il ira en Angleterre avec son passeport anglais, camerounais, on le laissera entrer sans visa? Non, madame, il n'est pas anglais, il est camerounais. Et c'est quoi son identité sur place? C'est celle-là que nous devons définir. Une nation se construit sur la base d'une identité. Monsieur Serge Espoir Matomba, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition spéciale de l'interview avec Serge Espoir Matomba. L'information continue sur Africa 24.